France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Chaque jour, d'ici la fin de la saison, un grand genre, un grand thème. Aujourd'hui, l'opéra. Ouh là là, là encore, la grande table nous a tout appris. Les codes de l'oratorio et de la cantate, les tessitures, à reconnaître une soprano coloratura, une grande école de la voix, cette émission. Alors, dernière leçon opératique aujourd'hui, avec le réalisateur Petr Václav, Léopard d'argent au Festival de Locarno. Et ce dès son premier film, Marianne, histoire d'une enfance tzigane, entre orphelinat et maison de correction. Il revient aujourd'hui avec Il Bohémo, en salle mercredi, un film bouleversant de beauté et de justesse sur la vie d'un grand compositeur oublié, Józef Mysliveček, dans le prolongement d'un documentaire, Confession d'un disparu. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sacha Mattei, réalisée par Félicie Faugère, avec aujourd'hui Hugo Renard à la technique. Et bonjour à vous, Petr Václav. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci pour cette première leçon explicative sur le comment prononcer bien. Vous allez nous raconter maintenant qui est ce compositeur auquel vous avez consacré d'abord un documentaire, et puis aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un biopic, en tout cas un long métrage de fiction qui sort en salle demain, Józef Mysliveček. Comment a-t-il marqué son époque, cet homme ? C'est un homme très intéressant, parce que c'est un homme qui marche sur la lame de rasoir, parce que en tant qu'artiste, c'est parfaitement un homme de son siècle, du XVIIIe siècle, qui parachève l'opéra sérieux, surtout à Naples, partout en Italie. En tant que personne privée, c'est déjà le précurseur de la vie romantique. C'est quelqu'un qui se dit, il vole un peu la formule à Victor Hugo, bien avant la naissance de Victor Hugo, bien entendu, en se disant, je vais devenir Mysliveček ou personne. Il a ce désir de liberté, il veut ce désir de grandeur peut-être aussi. Oui, aussi de grandeur, mais il a ce désir de se construire par sa création, par la musique. Et donc c'est un bourgeois, c'est un minotier né à Prague, il a un moulin à Prague, il a une maison bourgeoise. Il a des champs. Prague, à l'époque, est dévastée par la guerre de 7 ans. C'est cette guerre qu'on connaît, qu'on a tous connue à travers le film Barry Lyndon. Et quoi, il a 26 ans, il se dit, je ne peux plus obéir à cette volonté parentale, d'être minotier, de perdre ma vie comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Il fuit. Il part de Prague. Il dit au revoir à personne. Et il va à Venise. Et au bout de 4 ans... Du coup, une grande commande pour San Carlos. C'est comme si moi, j'allais en Amérique et au bout de 4 ans de séjour, je fais un film avec le budget de Spielberg et avec ses acteurs. Donc c'est une vie Vous en avez rêvé en extraordinaire. tout cas. Vous en avez rêvé. De quoi ? D'ailleurs, vous aussi, de partir. Ah, bien sûr, Ouais. bien sûr. Parce que vous n'avez pas découvert Prague, vous, à travers le cinéma, ni l'histoire de ce pays à travers Barry Lyndon, hein, vous concernant. Non, moi j'étais né là-bas, j'étais né dans un pays bien entouré de barbelés, donc pour moi, dès mon enfance, les histoires des hommes qui ont su partir, ou qui ont pu partir, et surtout qui se sont construits à travers l'art, à travers la beauté, à travers leur cheminement, ça m'a toujours intéressé, parce que Mysliveček aussi, je pense que c'est un homme qui est fidèle à son désir, qui dit fidèle à son désir, il dit fidèle à sa quête. Donc, c'est un sujet. Ouais. Et alors justement, Mysliveček, il est aujourd'hui plutôt oublié en Europe, hein, rarement joué, voire jamais. Est-ce qu'en République tchèque, ça reste une personnalité, ça reste une figure dont on parle, qu'on apprend à connaître dans les cours de musique à l'école ? En fait, moi, j'ai tout fait pour le faire reconnaître, pour parler de lui. On a fait ce film, j'ai fait aussi une exposition l'année dernière à Prague sur lui. J'ai voulu le porter aussi en Italie parce que, en tant que personne privée, il est né à Prague. En tant qu'artiste, il est né à Naples en 1767. Il fait le premier opéra du règne de Ferdinand, Bourbon. C'est la fin de la Régence, le roi a 16 ans, et lui, il fait son premier opéra
Donc en fait, on ne sait pas, est-ce que c'est un compositeur tchèque de musique italienne ou est-ce que c'est un compositeur italien d'origine tchèque, peu importe, ça n'a aucune importance. En tout cas, c'est un homme qui est né à Prague et qui avait des difficultés, par exemple, à connaître l'opéra, parce que entre l'âge de 16 ans et 21 ans, même l'opéra italien de Prague, qui apportait justement les opéras italiens à Prague, était fermé à cause de la guerre. C'est un théâtre où lui, auparavant, devait entendre un opéra de Pescette, un compositeur vénitien. Et comme ça, il a décidé certainement d'aller le retrouver à Venise et d'apprendre le récitatif chez lui, parce que pour un compositeur d'opéra, qui ne parlait pas, dont la langue italienne n'est pas la langue maternelle, c'est une vraie chose, apprendre à écrire les paroles, écrire les récitatifs. Et Mysliveček, ce qui est très intéressant avec lui, il va devenir... C'est un grand dramaturge, je pense qu'il a une compréhension des conflits humains, de la psychologie des personnages très aiguë. Et donc, lui, il arrive vraiment avec les récitatifs accompagnés d'une très grande force psychologique et d'une beauté aussi musicale. Parce que, par exemple, Olympiade, le film, l'opéra qu'on entend dans mon film, a été composé par Metastasio, mais après ça a été mis en musique par une soixantaine de compositeurs. Mais quand on prend par exemple l'Olympiade de Pergolesi, qui est mort en 35, c'est-à-dire 2 ans avant la naissance de Mysliveček, là encore tous les récitatifs sont secs, c'est des déclamations, c'est pas... Tandis que Mysliveček, il est très moderne, il arrive avec une psychologie saisissante. Ouais. Et ce qui est incroyable aussi, c'est sa capacité à être à l'écoute et à reconnaître le talent des personnes qu'il a en face. Et c'était notamment un compositeur qui a su débusquer, travailler avec les plus grandes voix féminines de l'époque, travailler avec des chanteuses lyriques assez incroyables. On va revenir sur ces rencontres-là, mais d'abord, il y en a une qui est importante aussi dans votre film et dans sa vie, c'est sa rencontre avec Mozart. Dire de Mysliveček qu'il est un compositeur qui n'était ni prédestiné à l'être, ni prédestiné à disparaître, ça semble assez juste, surtout quand on le compare à Mozart, à ce petit Mozart que vous mettez en scène dans le film, la rencontre entre l'enfant surdoué, porté par son père, et le compositeur reconnu à la force du poignet. Il y a eu une amitié, il y a eu des emprunts entre les deux, lesquels ? En fait, Mozart arrive avec son père en Italie dans les années en 70. Il fait son tour d'Italie. Il va écouter Te Miserere au Vatican et il va le noter. Alors Léopold, il se dit, on va nous mettre en prison parce que c'était quelque chose qu'on avait le droit d'écouter seulement au Vatican lors des Pâques. Donc voilà. Mozart fait tout ce chemin. Ils savent déjà qu'il y a ce compatriote transalpin, un certain Mysliveček, qui va faire bientôt son 8e opéra et qu'il a une très belle carrière, qu'il est d'expression germanique, tchèque et germanique également à l'époque. Tout ça même eux, ils sont autrichiens, ils se considèrent comme des Allemands. Toutes ces nationalités, ça n'a pas tellement d'importance. Il vient du même coin du monde et ils veulent le rencontrer parce que Léopold, qui a aussi l'impresario de son fils, il veut savoir comment il fait, ce Pragois, pour avoir une carrière aussi incroyable en Italie. Et Mozart, il aime sa musique, il est vraiment intéressé par connaître cet homme, d'échanger avec lui. Donc il se voit à Bologne pour la première fois en 1770 et il en résulte une amitié qui va durer jusqu'à la mort de Józef Mysliveček. Mozart a quel âge quand ils se rencontrent ? Mozart a 13 ans, et lui, il a 33 ans. Il est mort. Il y a 19 ans de différence. 19 ans de différence. Et par exemple, il y a une lettre saisissante. D'ailleurs, il faut dire que Mozart est la seule personne qui nous laisse la description psychologique de Mysliveček. Oui, dans ses correspondances. Dans ses correspondances. Et il y a une lettre vraiment très très belle et très émouvante. C'est une description de leur dernière rencontre, quand Mozart fuit Salzbourg, parce qu'il ne supporte plus les invectives de son maître, etc. Donc il se barre, mais il ne trouve pas d'emploi. Il n'est pas assez apprécié à l'époque. Il a 21 ans. Il traverse l'Allemagne et il va finir ici même à Paris pour essayer de trouver un emploi. Et il va échouer, il va devoir reprendre son poste chez ce Colorado odieux.
Et donc, il se voit à Munich, où Mysliwecek a fait sa seule opéra allemande à Munich, Ezio. Et là, il a une attaque de syphilis, le 3e stade. Il va se retrouver à l'hôpital vénérien de Munich. Et c'est là-bas où les deux hommes vont se rencontrer. Mozart a d'abord peur de le rencontrer. Il y a aussi déjà ce rejet moral aussi, parce que Mysliwecek est considéré comme un homme de mauvaise vie. Et Mozart donc le voit, il va le voir à l'hôpital et il en résulte une lettre d'1 page et demie, mais qui est vraiment saisissante. Un mot de cette lettre qui vous a marqué ? En fait, il le découvre comme cet homme qui n'a plus de nez, qui est complètement défiguré, mais qui fait avec cette légèreté 18e-iste. Il fait semblant comme si de rien n'était. Il dit qu'il est dans les mains de Dieu. Mais comment allez-vous, Mozart, que faites-vous, etc. Vous êtes mon ami, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt? Et il essaye de mettre toute la légèreté possible dans cette rencontre pour en fait alléger cette dureté. Et tel que vous le présentez, Mysliwecek a aussi présenté, presque promu Mozart dans cette Italie de l'époque. Il en était fier de cette rencontre et il a tout de suite perçu aussi le génie de ce gamin, de cet enfant. On va revenir sur la rencontre telle que vous la mettez en scène dans votre film, Petr Václav. L'ouverture d'un opéra doit toujours être simple et éclatante, lui dit-il. Je commence carrément avec une triade en ré majeur. L'inizio di un'opera deve essere sempre semplice e brillante. Io faccio pure la triade in re maggiore. Spartito nella borsa, un attimo. Bravo. Das ist frisch, molto vivace. Danke. La rencontre entre ces deux génies de la musique, l'un oublié, l'autre reconnu par la postérité. Et ce passage est fantastique parce qu'on voit le petit Mozart, l'enfant Mozart, en train de reprendre l'extrait, le début de cet opéra, cette ouverture jouée par Mysliwecek au piano, et y ajouter sa petite phrase musicale. Qui va devenir en fait l'ouverture pour son premier opéra italien, Mithridate. Voilà, et tout ça sans partition, à l'oreille, incroyable. Alors c'est vrai qu'on pense évidemment au film Amadeus de Milos Forman en voyant cette rencontre entre les deux compositeurs. D'un côté la force du mythe, tel que Milos Forman l'a porté à l'écran, de l'autre le fantôme de l'opéra, tel que vous le portez, oui. Petr Václav, aussi aujourd'hui au cinéma. Vous avez choisi de l'incarner comment, ce fantôme ? Dans toute sa passion, mais aussi dans toute son humilité. Il était important de montrer ça, de ce compositeur, de Mysliwecek. Oui, en fait, j'ai envie de dire que la scène de Forman, elle est toute différente, parce que chez Forman, Mozart est un Amadeus aimé de Dieu qui écrit sous la dictée de Dieu. Alors que moi, j'ai voulu montrer que ce n'était pas comme ça, que la musique et même les génies ne vivent pas seuls, et que tout est en fait l'histoire de commerce avec les autres, d'emprunt, ouais. de dialogue, de discussion avec les autres. Donc je pense que ça apparaît du film que personne n'est une île solitaire, et que
que nous sommes tous dépendants des autres. Et pas simplement de jalousie, pas simplement de rivalité. Et pourtant, il y en avait aussi oui, mais à dans ce cette niveau micro-société. Oui, mais à ce niveau d'excellence, non. Ça serait ridicule. Mozart était très, et Myslivétchik d'ailleurs aussi, c'était des hommes très, très ouverts. Ils lisaient tout ce qu'ils pouvaient, ils écoutaient tout ce qu'ils pouvaient. Parce que à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de faire de la compétition. Bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes quand l'un sent qu'il n'a pas assez de contrat, alors que l'autre, pour une raison X, Y, vit mieux que l'autre. Bien sûr, enfin, les rivalités, ça existe. Mais bon, il ne faut pas exagérer à ce niveau d'excellence les jalousies, des coups bas. Comment Forman a-t-il choisi de porter Mozart à l'écran? On l'écoute. Le choc de réaliser quel caractère extraordinaire, de contradictions énormes dans un petit corps. Il était son propre, le plus grand ennemi, lui-même. Il a donné à chacun, à tout le monde, il a donné comment est-ce qu'on dit, weapons, les armements pour lui attaquer. Par son comportement, par sa vanité, arrogance, infantilisme, presque. Mais de l'autre côté, il était brillant. Il était très bon dans le mathématique. Il était très bon humour, charmeur, tout ça quand il voulait. Et en plus, il a écrit toute sa musique. D'abord, musique fantastique quand on travaille déjà sur le scénario, parce que ça vous aide pensé. C'est le pouvoir de rêver qu'une musique a est formidable. C'est grand avantage d'avoir toute la musique avant qu'on commence à tourner le film. Par exemple, dans plusieurs scènes dans le film où on ne voit pas des musiciens jouer ou chanter ou quoi. On a joué la musique seulement pour l'atmosphère sur le plateau, pour les acteurs, pour les techniciens. Et ça a aidé énormément. Et oui. Oui, il a connu sa musique d'avance parce qu'elle était énormément enregistrée, alors que moi, je ne la connaissais pas. Parce que, justement, moi, j'avais ce personnage. Alors, j'allais vous demander comment vous avez travaillé. Vous n'avez pas commencé par travailler sur la musique avant de travailler sur l'homme et sur sa vie? Non, dans le sens au contraire. début, j'ai connu l'homme et sa vie, je l'ai étudié, ça c'était plus simple, parce que j'allais dans les archives, je me renseignais, ça allait vite, mais la musique, elle n'était pas enregistrée. Les opéras lyriques de Myslivétchik n'ont jamais été vraiment enregistrés. On a eu 2 ou 3 enregistrements, mais vraiment médiocres et qui me faisaient plutôt peur. Donc, mon travail consistait à aller dans les archives, de me lier avec le chef d'orchestre Václav Lux, fondateur du Collegium 1704, et d'aller avec lui, en fait, voir ce que c'est. Par exemple, on s'est rencontrés une fois à Prague, où je suis allé chercher, en fait, les premières informations sur Myslivétchik. Il me téléphone 2 semaines plus tard, il me dit « Qu'est-ce que tu fais mercredi ou jeudi, je ne sais plus ». Je dis « Bon, rien, enfin, voilà, voyons-nous rue Richelieu ». Il arrive comme ça avec une petite sacoche depuis Roissy. On va là-bas, on va photocopier 2 opéras de Myslivétchik. On va chez une amie parce que j'ai pas de piano à la maison. Il me les joue, il me les chante, il me les explique. Et comme ça, petit à petit, on a pu découvrir cette musique. Mais ça m'a pris quelques années avant de pouvoir l'écouter. Alors, il vous a bien aidé, hein, justement, Václav Lux, grandement. pour travailler sur ce film. Lui, le chef d'orchestre, il a assuré la direction musicale du film. Il Bohémo, dont on vous parle aujourd'hui et qui est à voir à partir de demain en salle. Et il a travaillé dessus avec son ensemble baroque et des solistes d'exception. Mais tout ça ne nous dit pas comment on met en image la musique. Quels sont vos partis pris? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que c'est pas qu'un biopic, hein, c'est vraiment aussi un film sur l'opéra, sur les coulisses de l'opéra, sur la manière dont se fabrique à l'époque un opéra, et de la manière dont on le porte sur scène, et comment on peut essayer de le faire vivre et exister juste après. Je ne voulais pas faire un film sur l'opéra. Je me disais, ça fait peur, et je voulais tout d'abord faire un film sur Józef Myslivétchik, sur Il Bohémo, sur ce personnage. Et comme c'est un grand compositeur de l'opéra, évidemment, l'opéra fait partie de ça. Mais ça fait partie de sa vie. Et moi, l'opéra, je voulais la filmer de la même manière que j'ai filmé la vie, parce que j'avais peur de faire un film académique, un peu gandé, un peu snob. Les gens, ils ont peur de l'opéra. Alors que moi, je sens que dans la musique de Myslivétchik, et même dans ces textes qu'il mettait en musique, c'est vraiment des œuvres formidables, très touchants.
C'est une musique très accessible qui plaisait à l'époque à Auré comme à la dernière servante dans le parterre. Donc c'est ce que j'ai voulu rendre cette musique très vivante en fait et très sincère. Et ce que j'ai fait, bon, je ne voulais pas faire une mise en scène compliquée. J'ai tout tourné à l'épaule, caméra à l'épaule, comme le reste du film, pour en fait obtenir le plus grand effet de sincérité avec très peu d'artifice. Et cette sincérité, elle passe parfois par une voix simplement, ou une voix et pas un piano, un clavier ou un clavecin, oui. Hein, je veux dire, pour pouvoir le raconter. Oui. Et alors, ça, c'est une des forces du film aussi, c'est de parvenir à montrer ces moments, ces rencontres, quand la musique de l'instrument rencontre celle de la voix. Et son talent à lui, c'était de savoir faire chanter les plus belles voix du moment. On revient sur sa rencontre avec la Gabrielli. Quel tempérament elle avait, incroyable. Oui. Dans le début de cette scène qu'on va écouter, juste avant, c'est le hors-champ. Elle vient de jeter littéralement encore une grande personnalité de la cour de l'époque. Et elle accueille ce compositeur qu'elle rencontre pour la première fois. Et elle lui dit, mais comment ça? Vous pensez mieux savoir en gros que moi si cette partition que vous avez écrite est faite pour moi. Et elle lui dit, si quelqu'un connaît les règles de la musique et de la poésie, c'est moi. Je croyais sincèrement connaître votre tessiture, lui dit-il un peu badaud, vous servir au mieux. Extrait. Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io. Credevo sinceramente di conoscere vostra tessitura, servirvi il meglio possibile. Vi ho già ascoltata a Venezia, ho studiato molte arie scritte per voi. Sicuramente faremo i cambiamenti che volete voi. Quando tagliate questo frutto, non ci sono sorprese per voi. Posso. Voi lo conoscete da sempre. Ma per me che vengo dal nord fu una sorpresa. Vedete? Ve lo assicuro, non potevo credere. Un frutto così verde, così duro e che nasconde una polpa così rossa e così dolce. Per la nostra aria è la stessa cosa. Non potete certo giudicarla senza sapere cosa contiene nel suo insieme. Non succede niente. Ce qu'on apprend dans votre film aussi, Petr Václav, c'est la bataille des artistes. Hein, et parfois, leur vie, celle en tout cas de Mysliveček, est une tragédie. Elle l'est par la fin qu'il a pu connaître, cette maladie que vous évoquiez, la syphilis, et la manière dont il est mort, presque dans l'anonymat le plus total. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontez aussi les coulisses de ce petit monde, celle de la musique en Italie au XVIIIe, de Venise, à Naples, les codes de cette micro-société. Et l'importance des femmes, puisqu'il y a de la passion, il y a de l'amour dans votre film, mais il y a aussi des femmes qui vont le porter, qui vont l'aider à exister sur cette scène sur laquelle, a priori, il n'avait pas de place et pas d'existence. Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, j'ai beaucoup lu la littérature qui s'intéressait à des hommes, disons, mal nés ou pas très bien nés, qui ont un peu pu monter dans les étages supérieurs de la société, et les carrières, elles se faisaient soit par le biais militaire, soit par le biais du clergé, soit par les femmes. C'était comme ça. L'époque était vraiment comme ça, et Mysliveček n'échappe pas à cette règle. Et même lui, il est aux prises avec ses femmes. C'est un homme qui, bien entendu, aime les femmes. C'est pas un gigolo, c'est pas un homme qui grimpe sur les dos des femmes. Mais enfin, la vie lui arrive, ces rencontres lui arrivent, et parfois elle le dessert. Parfois, elle le sert. Ouais.
Et le statut social, on le voit, est important. Effectivement, il va se brûler à trop aimer aussi. Il va quand même pouvoir exercer, presque égoïstement aussi par moments, grâce à ces femmes et l'aide qu'elles lui apportent, son talent et continuer à écrire sa musique. Je ne sais pas si c'est égoïste. Je pense qu'il n'a pas le choix. Il faut comprendre le statut très paradoxal de tous les artistes de l'époque. Ce sont des bourgeois. Ils sont issus de la bourgeoisie. L'aristocratie ne s'occupe pas de l'art. Elle le commande, elle le paye, elle fait le mécénat. En fait, elle ne crée pas, en règle générale. Et donc, ces hommes et ces femmes servaient cette aristocratie. Ils vivaient très près d'elle. Ils s'endettaient à mort pour pouvoir avoir des habits un peu bien, pour adopter les codes de cette société, pour adopter aussi la sensibilité de cette société. Mais un type comme Mysliveček, je pense qu'il se sentait comme un étranger ou comme une personne de couleur qui fait tout pour accéder à cette société. Mais on va lui dire toujours, mais attends, ça va, tu t'es bien approché, mais tu feras jamais partie de nous. Exactement. Et ça les révoltait. Par exemple, Gabrieli, elle était révoltée par ça. Et tout son combat avec les hommes, qu'elle séduisait des grands aristocrates, elle les plumait, etc. Mais c'était aussi ça, c'était ce combat d'une femme qui se dit, mais merde, j'ai un talent immense, je sais faire mieux qu'eux, et ils me traitent comme une servante. Ouais. Donc une prostituée même. Non, on a vraiment les prémices du féminisme et d'une révolte sociale chez la Gabrieli. Voilà. Comme on la sent aussi chez Mozart. Et comme on la sent chez vous aussi, Petr Václav. Vous êtes en pleine révolution féministe. Vous racontez aussi la précarité quand même financière, c'est-à-dire que le compositeur gagne beaucoup moins que toutes les stars qu'il va faire monter sur scène. Juste une dernière question avant de nous quitter. Vous semblez passer indifféremment du documentaire à la fiction. On l'a dit avant ce film, Il Bohémo, il y a eu un documentaire Confession d'un disparu. C'est juste? C'est indifférent pour vous? Il n'y a pas de frontière entre les deux? Moi, j'ai toujours brouillé les pistes. J'ai fait des films avec des non-acteurs, avec les acteurs. J'ai aussi mélangé les Roms avec les acteurs les plus connus, en Tchéquie par exemple. Et j'ai toujours voulu bouleverser ces frontières parce que ça ne me parle pas. Je crois que le film, il est beaucoup plus riche et qu'il faut qu'il fasse des transgenres de toutes sortes et qu'il faut nourrir la fiction de la réalité et qu'il faut aussi nourrir la réalité par la fiction. Oui, voilà. Je trouve que la réalité, elle dépasse souvent la fiction, mais la fiction nous donne la liberté de créer des vraies œuvres. Oui, comme vous avez brouillé les frontières européennes dans votre vie et dans vos films, vous êtes un bohémien à votre manière, un saute-muraille. Et voilà, on veut juste terminer par savoir, est-ce que vous allez le faire, ce grand film américain, alors un jour? Je n'en sais rien. C'était une question. Clin d'œil en référence au début de notre discussion. Merci mille fois à vous, Petr Václav, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il Bohémo, c'est le titre de votre film et il sort demain au cinéma. Courez le voir.